8h30 à Paris, merci de nous rejoindre sur France 24. Voici les principaux titres de ce lundi 19 octobre. Un soldat israélien a été tué dimanche soir lors d'une attaque menée par un Palestinien dans la gare routière de Beersheba. L'assaillant a blessé 11 autres personnes avant d'être abattu. Pendant la fusillade, les troupes israéliennes ont tiré par erreur sur un Érythréen qu'ils avaient pris pour un deuxième assaillant. On apprend ce matin que cet homme a succombé à ses blessures. On retrouvera dans un instant notre envoyé spécial à Jérusalem, Julie Dungeloff. En Suisse, le parti anti-immigration UDC réalise le meilleur score de son histoire. L'Union démocratique du centre s'empare de près d'un tiers des sièges au Conseil national. La campagne a été principalement axée sur les questions d'immigration, alors que la Suisse n'est pas concernée par l'afflux de migrants en Europe. C'est dans un climat social particulièrement tendu que s'ouvre ce matin la 4e conférence sociale du quinquennat de François Hollande. Au menu, transition énergétique, numérique et compte personnel d'activité. Les sujets les plus délicats seront évités. Plus de 2 semaines de violence au Proche-Orient et toujours pas de retour au calme. La gare routière de Beersheba a donc été le théâtre d'une attaque hier en fin de journée. Un Palestinien armé a abattu un soldat israélien et blessé 11 autres personnes avant d'être à son tour abattu. Cette attaque a fait une autre victime, un Érythréen que les soldats israéliens ont pris par erreur pour un deuxième assaillant. On vient d'apprendre qu'il a succombé à ses blessures. On retrouve à Jérusalem notre envoyé spécial, Julie Dungeloff. Julie, quelles sont les réactions ce matin dans les médias et dans la classe politique israélienne? Écoutez, deux principales réactions et deux principales questions dans les médias israéliens ce matin. Comment un assaillant armé d'un pistolet et d'un couteau a pu pénétrer dans la gare routière de Beersheba? Et la deuxième question, c'est comment ce migrant érythréen a pu être pris pour un assaillant et a pu être exécuté et roué de coups par la foule. C'est une remise en question pour la presse israélienne du dispositif sécuritaire mis en place par Israël depuis quelques temps. Et puis d'autres questions se posent, notamment dans le quotidien Haaretz. Est-ce que ce sont des groupes plus organisés qui sont en train de se mettre en place? On voit que cet assaillant était armé d'une arme à feu, qu'il était capable d'en servir, et donc Haaretz se pose la question, est-ce que des groupes plus organisés sont en train de se mettre en place? Mais la question principale ce matin, c'est l'efficacité du dispositif sécuritaire israélien mis en place depuis maintenant près de 2 semaines. Effectivement, le gouvernement israélien a pris plusieurs mesures d'ordre sécuritaire ces derniers jours. Un mur de béton a commencé à être érigé entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Expliquez-nous. Oui, donc dans le quartier de Armon Anatsiv, qui jouxte le quartier palestinien de Jabel Moubaker, un mur de béton, 4 blocs de béton ont été dressés hier dimanche entre ces deux quartiers. Le but, éviter le jet de pierres et de cocktails Molotov contre le quartier juif donc d'Armon Anatsiv. Donc c'est la raison invoquée par les autorités israéliennes officiellement. Officiellement, selon toujours la mairie de Jérusalem, il s'agit d'une barrière provisoire. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lire sur ce mur en béton qui sépare les deux quartiers, mais effectivement ce sont de véritables panneaux en béton qui représentent un véritable mur d'enceinte entre ces deux quartiers et non simplement des blocs de béton comme on en avait pu en voir ces derniers jours. Alors ce quartier de Jabel Moubaker est assez symbolique puisque plusieurs assaillants au couteau, comme on les appelle ici, viennent de ce quartier. C'est sans doute pour cela qu'un mur d'enceinte a été créé entre ces deux quartiers. Il y a également beaucoup de checkpoints qui mènent à ce quartier. Nous avons pu les voir, nous étions en tournage hier dans ce quartier, beaucoup de checkpoints, une grande difficulté pour les citoyens palestiniens pour se rendre dans l'ouest de la ville. La situation est de plus en plus bouclée entre l'est et l'ouest de la ville et beaucoup crient à la partition de Jérusalem entre l'est et l'ouest, et certains politiques israéliens, notamment du Likoud, considèrent que ces mesures de partition ne servent à rien et qu'elles ne permettront pas une plus grande sécurité pour Israël. Julie Dungeloff en direct de Jérusalem. Merci Julie. Alors depuis le début des violences, le 1er octobre dernier, 7 Israéliens et 42 Palestiniens sont morts dans des attaques et des affrontements. Les images que vous allez voir ont été tournées hier à Hébron, en Cisjordanie. Selon des témoins, 2 Palestiniens ont été blessés par des tirs à balles réelles. Des dizaines de manifestants ont également été soignés après avoir été incommodés par des gaz lacrymogènes.
Pour refermer ce chapitre, sachez que l'ambassadeur de France en Israël est convoqué ce matin au ministère des Affaires étrangères. Aucune raison officielle n'a été invoquée, mais on sait que le gouvernement israélien a très peu apprécié l'idée de Paris d'envoyer des observateurs internationaux sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Cette proposition devrait être formalisée jeudi lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Proche-Orient. Un mot du conflit en Syrie. Le Pentagone annonce la mort du chef du groupe Khorasan, le saoudien Sanafi al-Nasser. Il a été tué le 15 octobre dernier lors d'un raid américain dans le nord-ouest de la Syrie. Selon le Pentagone, Sanafi al-Nasser avait mis en place des itinéraires pour permettre aux djihadistes en provenance du Pakistan de rentrer en Syrie via la Turquie. Un parlement taillé sur mesure pour le président Sisi, c'est ce qui se profile en Égypte où les élections législatives ont commencé hier. Le processus s'achèvera début décembre. Dans ce scrutin, l'opposition n'a pas voix au chapitre. Pour la première fois depuis 30 ans, les frères musulmans seront absents dans les urnes. Leur mouvement a été totalement réprimé. Finalement, le seul enjeu de ce scrutin, c'est la participation et les premiers chiffres qui circulent dans les médias évoquent une participation très faible. Virage à droite en Suisse. Les élections fédérales qui se tenaient hier confortent l'Union démocratique du centre. Le parti populiste, résolument anti-immigration et anti-UE, obtient 29,4% des voix, le meilleur score de son histoire. Le quotidien Le Temps parle ce matin d'une démonstration de force. Cécile Galuccio. La télévision annonce les premiers résultats. La tendance est au vert. L'Union démocratique du centre, le parti de droite anti-immigration, conforte sa place de premier parti suisse. L'UDC gagnerait 11 élus à la Chambre basse. Au total, donc, 64 représentants sur 200. Ce que je peux dire, c'est que le peuple suisse a mis la question de l'immigration au centre de ces élections. Ils ne sont pas d'accord avec les autres partis, avec la politique du gouvernement et avec celle du Parlement. Nous savons comment gérer cette crise alors que les autres agissent comme s'il n'y avait pas de problème. Selon les derniers sondages, pour un Suisse sur deux, les questions de l'asile et de l'immigration sont leur principale préoccupation. Pourtant, le pays a pour l'instant été épargné par la vague de migrants. Dans la capitale, la question divise. J'aimerais plutôt vivre dans un pays solidaire et humaniste et pas restrictif et répressif. La Suisse, elle va très bien en fait. Il y a toujours des choses à améliorer, mais je trouve que c'est très important. Par exemple, l'éducation, la sécurité qu'on a en Suisse. L'UDC compte sur ces bons résultats pour que la Suisse adopte une ligne dure concernant la crise migratoire. Mais pour les grandes questions politiques telles que l'immigration, le système de démocratie directe permet aux Suisses de se prononcer lors de référendums, et ce, quelle que soit la composition du Parlement. Et on s'intéresse justement à cet afflux de migrants en Europe. Pour la plupart d'entre eux, l'objectif c'est d'atteindre l'Allemagne, mais peu à peu les portes se referment. Suite à la fermeture de la frontière entre la Hongrie et la Croatie, les migrants doivent transiter par la Slovénie. Mais ce petit pays a des capacités d'accueil limitées. Le gouvernement se dit capable de faire entrer 2500 migrants par jour, pas plus. Hier, un train transportant 1800 migrants en provenance de Croatie n'a pas été autorisé à entrer en territoire slovène. Les images que vous voyez sont filmées à la frontière entre la Croatie et la Slovénie. Vous voyez des migrants qui attendent de pouvoir rentrer en territoire slovène sous une pluie battante. Alors vous le savez, l'Union européenne cherche à endiguer cet afflux de migrants en misant sur la Turquie. Ankara réclame plus d'argent pour héberger dans de meilleures conditions plus de 2 millions de réfugiés. Angela Merkel s'est rendue hier à Istanbul où elle a rencontré le Premier ministre Davutoglu et le président Erdogan. La chancelière allemande leur a promis de relancer les négociations sur l'adhésion de la Turquie à l'UE. Écoutez. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles l'Union européenne et la Turquie ont accepté de collaborer plus étroitement. Il y a le processus d'adhésion qui doit être plus dynamique, le partage du fardeau des migrants, la liberté des visas et le retour des clandestins. Ces entretiens sont très prometteurs et vont être poursuivis. Le fardeau des réfugiés devrait être partagé équitablement. Les chiffres sont importants, mais nous avons besoin d'une volonté commune de partager le fardeau. Malheureusement, la Turquie a été abandonnée par la communauté internationale pendant les 4 dernières années en termes de partage de la charge.
Et avec moi sur ce plateau, Gauthier Rebinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Hélène. Cette visite d'Angela Merkel intervient à 2 semaines des élections législatives en Turquie. Est-ce que c'est un message d'encouragement des autorités allemandes au régime de l'AKP ? C'est ce que craint précisément Angela Merkel. Elle craint cette interprétation et elle a tout fait, semble-t-il, pour que cela n'aille pas dans ce sens. Parce que il est évident que lorsque l'on connaît la situation actuelle en Turquie, où nous avons un régime qui joue la politique du pire pour déstabiliser la société avec la question kurde, avec la question de l'État islamique, déstabiliser la société et récupérer les voix des nationalistes ou de ceux tout simplement qui sont anxieux, eh bien, il y a de quoi se méfier, effectivement, quand on va en Turquie. Et d'ailleurs, Angela Merkel avait qualifié ce déplacement d'obligation pas piquer des hannetons. Voilà, en substance. Et simplement, elle en a besoin. Elle en a besoin parce que l'Allemagne a fait un pari politique qui est énorme, qui est d'accueillir autant de réfugiés. Les autres pays européens ont pris l'Allemagne pour folle. Et quand l'Allemagne, d'ailleurs, c'est une ambiguïté dont on ne sort jamais à propos de l'Allemagne, ce qui est terrible, quand l'Allemagne referme ses frontières, à ce moment-là, on dit « Ah ben les Allemands sont bien comme d'habitude, ce sont bien des boches ». Bien, alors il faut sortir de ce dilemme et de cette contradiction absurde. Angela Merkel est allée donc à Istanbul, et non pas à Ankara. Elle est allée à Istanbul pour voir Erdogan et Davutoglu, pour leur dire, d'abord, on peut effectivement faire un effort financier. Il est question de 3 milliards d'euros, on va voir si c'est possible. On peut également assouplir l'obtention des visas pour les Turcs qui veulent voyager à l'intérieur de l'espace Schengen. Et, grande surprise, et là il faudra vérifier au cas par cas les termes et les traductions employées, on favorise les perspectives d'adhésion de la Turquie. Or, vous savez qu'à l'origine, l'Allemagne, et d'autres d'ailleurs, ne sont pas du tout favorables à cette adhésion de la Turquie. Mais Erdogan est devenu le personnage central, de par ses ambiguïtés, parce qu'au départ, c'est lui qui a favorisé, d'une certaine manière, l'expansion de groupes terroristes qui agissent en Syrie, et parce qu'il est aussi celui, il faut bien le reconnaître, qui a accueilli plus de 2 millions de réfugiés. Alors, était-ce par philanthropisme ou par calcul, en tout cas, il les a accueillis sans leur demander s'ils venaient pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques. Donc, je le redis, pour ces quelques mesures qui ont été annoncées par la chancelière allemande, elle est prête donc à assouplir les règles d'obtention des visas pour les Turcs dans l'Union européenne, à l'ouverture du chapitre 17 du processus d'adhésion. Pourquoi tant de générosité, si ce n'est justement par rapport à cet accueil des migrants? C'est la seule raison? Il y a l'idée, si vous voulez, qu'on ne peut pas se passer de la Turquie, on le voit bien dans cette crise et dans d'autres circonstances, qu'on ne peut pas éliminer de fait la Turquie, quelle qu'elle soit, quel que soit son régime. Et précisément lorsqu'il s'agit d'un régime qui verse et qui se jette dans l'autoritarisme. Et donc il faut pour cela maintenir un dialogue avec la Turquie, même si c'est pour faire miroiter des choses qui ne seront peut-être pas, qui ne deviendront peut-être pas réalité. Mais il faut absolument maintenir ce discours parce que, précisément, lorsque la Turquie accueille, par exemple, les réfugiés syriens, eh bien, elle ne compte pas. Elle ne compte pas, elle dépense 7 milliards d'euros en l'espace de 4 ans. Elle dit simplement « je suis là ». C'est un effort de diplomatie, au fond, que fait la Turquie. Et donc, l'Allemagne dit, et derrière, on suppose que les Européens sont relativement d'accord, on ne peut pas se passer de ce géant turc, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Merci beaucoup Gauthier pour votre éclairage. On passe